Jacinthe Varel, bonjour. Écoute, Bonjour. il se passe pas une journée sans que je ne pense pas un peu à SacClick. C'est comme un peu un rêve éveillé que nous vivons. Et là, aujourd'hui, grande surprise, Karl Malenfant, l'architecte du fiasco, comme on l'appelle désormais, a décidé de sortir de son mutisme en se posant comme une victime quand même. Oui, c'est intéressant parce que Karl Malenfant a été convoqué pour une rencontre à huis clos par le commissaire Galland et son personnel, ses enquêteurs, dans le cadre de la commission d'enquête SACLIC. Mais Karl Malenfant s'opposait à cette rencontre en huis clos en réclamant que son témoignage ne soit que durant la commission, donc soit seulement public. Et on explique du côté de la commission Galland que on a besoin d'effectuer cette rencontre à huis clos pour déterminer les questions que le procureur de la commission Galland lui seront posées en commission publique. Et Monsieur Malenfant, l'ex-vice-président aux affaires numériques là, à la SAC, a finalement sorti ce matin, en fin d'avant-midi, sur son réseau social LinkedIn, a sorti une lettre de 5 pages dans laquelle il détaille pourquoi il s'oppose à cette rencontre à huis clos. Aussi, il détaille pourquoi il avait demandé à être considéré comme un participant plutôt qu'un témoin à cette commission. Et franchement, depuis le départ, moi, je me suis laissée un peu embarquer dans ce narratif-là où ça semble être lui, justement, comme tu l'as dit en introduction, le grand architecte de ce fiasco. Mhm. Mais à la lecture de ces 5 pages, à la lecture de son argumentation sur LinkedIn, je dois dire que j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute et j'ai envie de lui accorder peut-être un peu plus d'écoute parce que ce qu'il plaide là, parce que je me disais, c'est un caprice, témoin, participant, qu'est-ce que ça change au bout du compte? Ça change beaucoup de choses et c'est ce qu'il explique dans ces 5 pages. Et il plaide tout ça en disant, si la commission veut vraiment avoir la vérité dans tout ce dossier-là, pour avoir la vérité, il faut permettre aux témoins de peut-être se présenter comme un participant et pouvoir contre-interroger d'autres témoins, avoir accès à de la documentation, avoir le droit que son propre avocat interroge et contre-interroge d'autres témoins, Mhm. avoir accès à des documents que la commission veut mettre en preuve aussi. Donc, il y a 6 éléments là qui font toute la différence pour M. Malenfant. Et je dois dire là qu'à la lecture de ce document-là, j'ai envie de dire que c'est étrange qu'on le convoque à huis clos à ce moment-ci et qu'on lui ait refusé la participation comme participant, mais plutôt comme simple témoin. Ouais. Parce que en fait, si la commission d'enquête est supposée être publique, pourquoi son témoignage doit être d'abord filtré à huis clos? Parce que là, ce que ça permet de faire en ce moment, cet interrogatoire à huis clos qu'on lui a fait, ça va permettre de voir où la commission d'enquête veut le questionner, où la commission d'enquête veut pas aller, quelles sont les tournures des questions que le procureur de la commission Galland vont être posées. Et il me semble que comme contribuable, comme citoyen, comme public, moi, j'ai envie que tout son témoignage soit à livre ouvert, à micro ouvert. J'ai Ouais, envie de tout je suis pas savoir. d'accord avec toi, Jacinthe. Puis d'ailleurs, tous Ben, les témoins ont été rencontrés à huis clos. Là. Je veux dire, ce que demande de Karl Malenfant, c'est en fait un traitement de faveur, première chose. Donc là-dessus, je suis pas du tout d'accord que l'artisan est, de mon point de vue, le principal responsable, voire coupable d'avoir flobé plus d'1 milliard de dollars pour une grosse base de données qui exporte des PDF. Là, parce que rappelons-le, il n'y a rien de ouais, bon là-dedans. Là. On est vraiment... non, non. Ce qu'on a fabriqué, c'est pas une Ferrari, là, c'est genre une Lada qui tombe en morceaux, là, puis ça a coûté 1 milliard de dollars. Que l'artisan de ça ait des privilèges, qu'il pose des questions, qu'il n'ait pas le huis clos comme tous les autres témoins, je suis pas totalement d'accord. Et ce qu'on voit depuis le début de la commission Galland, quand même, Jacinthe, puis je te laisserai réagir, mais c'est quand même une culture fondamentalement toxique où des boss, dont Monsieur Malenfant, ont fait du bullying auprès de vérificateurs, auprès de directeurs intermédiaires. Fait que moi, de donner à ce monsieur-là un pouvoir de contre-interrogatoire, puis de venir décrédibiliser des commis comptables, puis honnêtement, Ouais. il a déjà fait assez de dommages. Là. Prends ton trou, puis de se poser en victime. Tu iras voir sur son LinkedIn, c'est unanime. Là, je veux Ouais. dire, je J'ai le lu. trouve courageux à la limite, là, puis je veux dire ça, courageux dans une drôle de façon, mais d'avoir fait cette sortie-là, puis en plus,
plus, il est, je pense, en ce moment à huis clos. Donc, c'est comme, il a lancé ce petit brûlot-là sur LinkedIn, puis il est allé s'enfermer dans une salle. Il va rouvrir son ordinateur, il va rester un peu bête, honnêtement. C'est une condamnation unanime sur les médias sociaux, comme quoi il est le principal responsable de ce fiasco-là. Puis on peut, lui-même, il peut essayer d'imposer un narratif alternatif, mais à la fin, quand t'as une job à faire, puis que c'est de la merde à la fin, je cherche pas des coupables de genre la pénurie de main-d'œuvre. Puis, en tout cas, je sais pas. Je te laisse réagir, mais tu comprends que mon point de vue là-dessus est assez arrêté quand même, là. Ben, je vois bien ça, mais encore une fois, je serais peut-être à contre-courant de l'opinion la plus populaire, mais pourquoi le culpabiliser tout de suite? Il est pas seul, là. Il répondait de supérieur, il y a un PDG au-dessus de lui, il y a un sous-ministre, il y a une ministre d'impliquer, et surtout, il y a des administrateurs qui siégeaient à un conseil d'administration, et Dieu sait que l'imputabilité des administrateurs en conseil d'administration, elle est crucial dans ce dossier. Une des différences entre être témoin et être participant, c'est de pouvoir convoquer, demander d'entendre des témoins autres que ceux choisis par la commission. Parce qu'il faut se rappeler, là, la commission va choisir qui on invite à témoigner et qui on n'invite pas. Est-ce que tous les administrateurs du conseil d'administration, est-ce que tous les supérieurs de M. Malenfant, est-ce que le sous-ministre, les sous-ministres associés, est-ce que la ministre, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que pour nous, là, on peut pas, sous la foi du tribunal populaire, déjà acheter sa culpabilité avant même qu'il y ait eu toutes les auditions et tout le rapport de la commission Galland. On se doit de garder une réserve et de garder un œil bien attentif. Est-ce qu'on est en train de désigner déjà une tête de Turc et c'est lui le grand coupable à abattre et que, je t'écoutais parler, il semble qu'il est déjà là coupable sur le tribunal populaire alors qu'il manque encore un paquet d'informations et surtout, est-ce que tous les témoins qui doivent être entendus dans cette histoire-là seront entendus? J'en doute et j'aurais bien aimé qu'il puisse inviter des témoins. J'aurais bien aimé, en fait, pas juste lui, là, quiconque réclame avoir le témoignage d'une autre personne. Si on veut vraiment la vérité, si on veut vraiment mettre la lumière là-dessus, ben il faut entendre le maximum de personnes. Et si j'ai l'impression que ma version va être corroborée par un autre témoignage, c'est important. Mais que je sais que la commission n'invite pas ce témoin, c'est absolument odieux qu'on en arrive déjà à Je sais qu'il se positionne en victime, mais il faut donner le bénéfice du doute. On est innocent jusqu'à preuve du contraire, là. Et puis, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'on a déjà désigné une tête de Turc, quelqu'un qui va porter tout l'odieux, alors que, ben, moi, de mon point de vue, contribuable, citoyenne, j'ai envie de savoir vraiment toute la vérité et j'ai envie d'entendre le maximum de versions, le maximum de personnes et j'ai certainement pas envie que des ministres, des sous-ministres associés, des sous-ministres adjoints, il y en a une méchante gang là au-dessus de sa tête là, et des administrateurs à un conseil d'administration qui sont bien gardés de venir témoigner ou qui auront seulement certaines questions qui leur seront adressées et pas toutes les questions. Il faut savoir que je remets pas en doute l'impartialité du commissaire Galland, mais il reste qu'il répond à un mandat du gouvernement. Il a été nommé par le gouvernement. Alors, dans ce contexte, pour démontrer au grand public qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour faire toute la lumière, toute la vérité. Je vais méditer là-dessus, Jacinthe. Je te reviens. Tu fais quand même de bons arguments. Il nous reste une minute. Je voulais quand même t'entendre. Puis juste pour ceux et celles qui ne suivent pas toutes nos carrières à Jacinthe et moi, dans nos temps libres le matin, on fait aussi de la radio, mais à Québec. On se parlait ce matin sur les ondes de Boulevard, là, nos amis chez Leclerc Communication. On parlait notamment des mesures de rétorsion en lien avec les tarifs de Donald Trump. Puis de l'impact que tout ça va avoir évidemment sur les industries d'ici. On sait que l'industrie de la forêt là, est particulièrement affectée, Jacinthe, par les tarifs de Trump, par la situation commerciale avec les États-Unis. Aujourd'hui, Mark Carney a annoncé des mesures de soutien à l'industrie forestière. J'aimerais, je te renvoie un peu la balle qu'on a échangée dans l'autre direction ce matin. Qu'est-ce que tu penses justement de ces mesures-là qui ont été annoncées aujourd'hui? Ben, c'est sûr que le premier réflexe, on a envie de saluer ces mesures. Ce sont 700 millions de dollars qui sont offerts là en prêt de garantie pour l'industrie forestière là, en soutien aux impacts qui vont vivre ces industries suite suite aux mesures tarifaires de Donald Trump, de l'administration Trump. Alors 700 millions de dollars en garantie de prêt. Et à cela, on ajoute 500 millions de dollars offerts à l'industrie du bois d'œuvre sous forme de subventions et de contributions.
Bien sûr qu'on peut se réjouir qu'au moins ils seront soutenus, là, mais franchement, est-ce qu'on vient d'élire un premier ministre banquier avec une expérience internationale, un réseau de contacts, l'homme solide pour faire face à l'administration Trump, pour sortir le portefeuille des contribuables et dire, bon, ben voyez, tous ceux qui vont souffrir là-dedans, je vais simplement pallier et on va mettre ça sur la dette. Ah ouais, on met ça sur la dette, on met ça sur la dette. Je trouve que c'est facile, n'importe qui pourrait faire ce travail-là. Alors, ça manque de hauteur, ça manque de profondeur. C'est une solution très s'il n'avait simpliste. rien fait et laissé mourir à petit feu l'industrie forestière, tu m'aurais dit quoi, mettons, Jacinthe? Non, mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens que de dire, écoute, ton industrie va pas bien et je contribue artificiellement à créer une fausse économie autour de ton industrie. Alors, on aurait pu, je veux dire, ça fait longtemps qu'on peut négocier dans le secteur du bois d'œuvre, on l'a pas fait. On peut augmenter la demande canadienne, c'est ce qu'il prévoit faire. Là, il dit, on va augmenter la cadence de construction au Canada pour pouvoir augmenter la demande au Canada. Mais franchement, c'est peu et tard. On l'a vu venir, on savait dans quoi on s'embarquait avec les tarifs sur l'acier, l'aluminium, mais surtout le bois d'œuvre qui fait vivre les régions du Québec. Et ça, je tiens à le dire, parce que l'acier et l'aluminium ont un beau lobby très fort et il n'y a pas de problème à défendre leur industrie, mais l'industrie forestière, elle est mise à mal parce qu'elle représente les régions et souvent, ben, elle est représentée par des gens qui sont sur le terrain en bas de cap d'acier dans des régions où la politique est moins active, je dirais. On a quand même des partis politiques très centrés sur les zones urbaines, peu sur l'économie et la vitalité des régions. Ça fait Fred en 30 secondes. Et Francis, c'est dans ce cas-là, c'est Donald Trump qui se frotte les mains parce que d'un côté, soit on a une industrie qui s'affaiblit ou de l'autre côté, mais en les subventionnant, c'est notre dette qui augmente. Alors dans les deux cas, on se précarise en tant que nation. Tout à fait. Absolument. Merci à vous deux. Jacinthe, on se retrouve demain, même place, même heure. Merci.